Bonjour, Général Paloméros. Bonjour. Bonjour, mon général. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Je le répète, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandeur suprême de l'OTAN. J'aimerais tout d'abord, mon général, vous entendre sur cette déclaration du porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, ce matin. On en a parlé à l'instant dans le journal. Le Kremlin a dénoncé, je cite, l'engagement direct des Occidentaux dans le conflit en Ukraine après l'annonce de la livraison de dizaines de chars européens et américains à Kiev. Qu'est-ce que ça dit, cette déclaration du porte-parole du Kremlin ? Il sait ce qu'il dit, il pèse ses mots, il parle d'engagement direct. On ne pouvait pas attendre du Kremlin qui reste bouche bée en attendant la livraison de chars lourds. C'est pas une très bonne nouvelle pour eux. Ils utilisent leur rhétorique habituelle, mais ça n'a rien changé. On a envoyé de l'artillerie de très haut niveau, on envoie après tous les types d'armements dont les Ukrainiens ont besoin. Là, c'est une étape supplémentaire. Voilà, il faut prendre ça à la hauteur de la campagne d'information qui est menée par le Kremlin depuis le début de cette guerre. Oui. Si nous sommes considérés par les Russes comme engagés directement dans le conflit, qu'est-ce que ça change ? On est engagé dans le conflit, oui, dans la mesure où on a décidé de soutenir l'Ukraine depuis le départ en fournissant des équipements. Donc ça, au moins cette position-là, elle est claire. Non, toute la question est de savoir de quels équipements les Ukrainiens ont besoin, à quel moment, le plus vite possible, bien sûr, pour maintenir leur souveraineté et, si possible, regagner leur souveraineté territoriale. Et il se trouve que les Ukrainiens sont un peu dans le dur, parce que ça fait 1 an que cette guerre dure, pratiquement, et que, évidemment, leur force s'épuise, et c'est compréhensible. Leur force s'épuise. Qui domine actuellement le conflit ? Actuellement, ce sont plutôt... Où est la dynamique ? Du côté de l'armée russe ou du côté de l'armée ukrainienne ? Alors, il y a une forme d'équilibre. Il y a peut-être une dynamique un peu plus forte du côté russe parce qu'il y a le nombre. C'est le nombre. Ils ont formé de nombreux conscrits. Ces conscrits, maintenant, ils commencent à être aguerris. Donc, c'est quand même une force d'appoint qui est importante. Et les Ukrainiens, ils souffrent. Donc, ils souffrent. Ils ont du mal à maintenir le tempo. Et on a bien vu, ils se sont arrêtés. Ils ont regagné une part de leur territoire. Mais visiblement, et c'est une question pour les stratèges ukrainiens, c'est de savoir s'ils engagent plus de réserves ou non maintenant. Si j'étais eux, j'essaierais d'attendre encore un peu, et surtout avec l'appui de ces nouveaux chars lourds qui considéreront quand même une force de pénétration importante. Oui, mon général, la qualité de notre liaison n'est pas exceptionnelle, et même mauvaise, on peut le dire. Ce que je vous propose, on va raccrocher, on va vous rappeler, pour augmenter la qualité de notre technique, j'allais dire, de notre échange. On est en ligne avec Jean-Claude, qui nous appelle du Cher, qui est retraité. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, enfin. Merci d'être avec nous. Si on envoie du matériel qui sert de défense, c'est-à-dire qui sert à repousser l'ennemi, je suis d'accord, vous nous dites. En revanche, si ce matériel est livré dans le cadre d'une offensive ukrainienne sur le sol russe, je crains que les Russes considèrent les Européens comme des agresseurs. C'est ça. Exactement. Et du coup... Oui, c'est ce que je pense. Oui. Hein. Et bon, on a déjà envoyé quand même, nous déjà au départ, des blindés légers. Oui. Et j'entendais tout à l'heure qu'on a en réserve 200 chars Leclerc. Oui. Et on n'en fabrique plus, on va en avoir des nouveaux en 2040. Moi, je suppose que malheureusement, on ne sait jamais, c'est toujours la der des der, mais avec 200 chars, on n'irait pas loin si on était attaqué. Hein. Alors effectivement, si on envoie des chars Leclerc, on réduit notre capacité de défense. Oui. Bien sûr. Et d'un autre côté, si on envoie et que ces chars-là, enfin que ce soit Leclerc ou les autres, européens, rentrent sur le sol russe, ils peuvent considérer que c'est une attaque, disons, de l'Europe contre eux. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Poutine, on ne le sait pas. Hein. Donc ils ont l'air de dire que, est-ce que l'arme nucléaire tournerait pas autour de ça aussi C'est pour ça que je dis, tant que c'est pour, disons, la défense, que l'Ukraine reprenne ses frontières, oui. Je suis tout à fait d'accord. Les autres, ils ne peuvent pas dire que c'est une attaque, c'est de la défense. Du moment où, s'ils sont bien lotis en armement, ils continuent d'enfoncer les troupes et puis qu'ils rentrent en Russie,
Qu'est-ce qui peut se passer? Personne ne peut le dire pour l'instant. Hein. Ouais. Général Paloméros, vous, Oui. vous êtes à nouveau avec nous. Vous entendez Jean-Claude qui dit oui, on peut envoyer des chars. Bon, il n'est pas question d'avions pour le moment. On va parler des avions après. Mais voilà, pour défendre le territoire ukrainien. En revanche, qu'ils s'en servent pas pour attaquer la Russie. On n'a aucune garantie quand on envoie des chars comme ça sur leur utilisation. Si? Une garantie au sens formel du terme, non, mais il y a la garantie d'une alliance, si vous voulez. Il y a une alliance entre les pays occidentaux et M. Zelensky qui sait très bien jusqu'où il peut aller. Et son but, lui, c'est de regagner sa souveraineté. Bien sûr, il y a eu quelques attaques, mais très ponctuelles pour montrer que c'était possible d'aller frapper le cœur de la Russie, mais certainement pas des attaques terrestres. L'Ukraine n'est pas en guerre contre l'Ukraine est en guerre contre la Russie dans la mesure où elle fait la guerre chez elle. Elle n'est pas en guerre en Russie. C'est tout à fait différent. Et moi, je crois que les pays occidentaux ont toute confiance dans le président Zelensky et dans ses chefs militaires pour faire respecter leur territorialité, leur souveraineté territoriale. Un point, c'est tout. Personne n'en veut, ni l'OTAN ni l'Ukraine n'en veulent aux frontières russes telles qu'elles sont établies par le droit international. Il est 12h27. Général Paloméros, mon général, restez bien avec nous. On fait une petite pause publicitaire, le flash, et on se retrouve juste après. À tout de suite. On parle évidemment de la guerre en Ukraine avec ces toutes dernières informations. Le Kremlin qui parle d'engagement direct, qui dénonce l'engagement direct, je reprends les termes du Kremlin, des Occidentaux dans le conflit en Ukraine après l'annonce de la livraison de dizaines de chars européens et américains à Kiev. Les Russes disent que en envoyant des chars en Ukraine, c'est comme un engagement des Occidentaux dans ce conflit. On est avec le général Paloméros. Mon général, les Ukrainiens ont demandé des chars. Ils ont obtenu des chars, plusieurs dizaines. Bon, ils vont arriver dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent. Désormais, Volodymyr Zelensky n'a pas attendu beaucoup. Hein. Il a pris la parole hier soir et il y a le ministre ukrainien de la Défense dans le Figaro ce matin qui demande également des avions et des missiles aux Occidentaux. Déjà, pourquoi faire? Une question toute simple. Pourquoi est-ce que l'Ukraine a besoin d'avions? Si vous voulez, la puissance aérienne dans tous les conflits modernes est un élément essentiel justement de la victoire. Et c'est vrai que depuis le début du conflit, on sent la faiblesse en quelque sorte de l'armée de l'air ukrainienne, quelle que soit la qualité de ses pilotes et leur valeur, hein, c'est pas le sujet. Oui. Ils sont pas. Alors, dans un premier temps, les pays de l'Est ont pu fournir quelques avions pour compléter, mais on ne reconstruit pas une armée de l'air comme ça du jour au lendemain, vous imaginez. Donc, toute la question est là, c'est est-ce que l'Ukraine va pouvoir regagner sa souveraineté territoriale, et elle veut qu'elle soit la plus vaste possible, c'est-à-dire revenir aux frontières légitimes et internationalement reconnues, sans ces moyens-là. Alors, la question la plus urgente porte, à mon avis, sur les missiles de longue portée. Oui. Parce que ça, pour l'instant, et c'est les Américains qui possèdent ça, quelques centaines de kilomètres, hein, ça permettrait effectivement aux Ukrainiens de frapper les Russes dans la profondeur en Ukraine, c'est-à-dire aux frontières dans le Donbass, peut-être en Crimée aussi, ça c'est un sujet. Et ça, là, pour l'instant, le président Biden n'a pas voulu franchir ce cap. C'est un cap qui est plus important que la fourniture de chars lourds, à mon avis. Parce que ça, c'est des moyens qui peuvent atteindre la Russie et faire mal. Donc, je crois que les Occidentaux vont rester assez prudents là-dessus, me semble-t-il. Général Paloméros, si les Ukrainiens frappent la Crimée ou frappe le territoire russe, est-ce que ce serait une escalade du conflit? Est-ce que ce serait une nouvelle ligne rouge franchie? Le territoire russe, bon, à quelques exceptions près, mais c'était plutôt à titre démonstratif que pour mener vraiment une guerre, je pense que ce n'est pas leur intérêt et ils ne le feront pas. C'est une sorte de pacte aussi avec les Occidentaux. Si vous voulez, on vit une guerre très particulière où on a les Ukrainiens qui se battent pour leur liberté, qui se battent sur leur territoire pour recouvrir leur souveraineté, mais les équipements militaires, c'est nous qui leur fournissons. Donc il faut qu'en permanence, il y ait un dialogue qui existe entre ce que veulent les Ukrainiens, leur stratégie, et ce qu'on peut leur fournir. Et à un moment donné, dans ce dialogue, il y a des limites. Et ces limites, c'est par particulier ces missiles de longue portée, parce que peut-être que les Américains ne voient pas ce que M. Zelensky voudrait en faire. Par contre, les alimenter avec ce qu'on leur a fourni aujourd'hui, l'artillerie, leur fournir des munitions, c'est ça
me semble-t-il, l'urgence. Quant à l'aviation, si on veut reconstruire l'aviation ukrainienne, il faut s'y prendre maintenant et ça va prendre des mois. Oui. Chars, avions de chasse, missiles, est-ce que, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais est-ce qu'on joue avec le feu, là? Si on envoie tout ça aux Ukrainiens, est-ce qu'on augmente le risque que la situation dégénère? Honnêtement, je ne le pense pas. D'accord. Parce que M. Poutine a mis sur la table tous les armements conventionnels possibles et inimaginables en nombre. Et donc, il est dans une guerre totale. On est dans une guerre de haute intensité. Les Russes s'engagent dans une guerre de haute intensité. Donc, pour faire front, les Ukrainiens ont besoin de ce soutien. Voilà, maintenant... est-ce qu'un camp ou l'autre va l'emporter? C'est ça la question. Il faut que les Ukrainiens résistent dans les semaines, dans les mois à venir. Je crois que l'essentiel, il est là. C'est de ne pas qu'il n'y ait pas une percée sur un front. On pense au Donbass en particulier, qui est devenu vraiment la cible principale des Russes. Oui. Clément nous appelle de région parisienne. Bonjour Clément. Bonjour, voilà, en fait, je voulais intervenir parce qu'au-delà de l'aspect, disons, je dirais technique et que le général, évidemment, est beaucoup plus compétent que tout le monde pour en parler, moi, je voulais parler d'un point de vue général et d'un point de vue politique. J'ai l'impression qu'on n'a pas envie de voir actuellement que Vladimir Poutine, en fait, que l'Ukraine, c'est notre bouclier. En fait, en leur fournissant des armes, c'est un peu maladroit peut-être de dire ça, mais en fait, on se les fournit à nous-mêmes. C'est-à-dire, en fait, on pose la ligne de front en Ukraine parce que de toute façon, on sait parfaitement que Vladimir Poutine ne veut pas s'arrêter en Ukraine. Il a envie de reconstituer l'empire russe et il a envie, au-delà de ça, d'aller vers l'Estonie, d'aller vers la Lituanie et en fait, il ne va pas arrêter comme ça. Donc en fait, en donnant ces armes à l'Ukraine, on se protège à nous-mêmes. Oui. Et au-delà de ça, et un dernier point, j'écoute souvent des émissions russes et des télévisions russes, des radios russes. Je vous assure que derrière Poutine, il y a bien pire que Poutine. En fait, Poutine, c'est devenu presque un modéré. C'est-à-dire qu'il y a derrière je ne parle pas de Wagner, mais également une autre force qui sont bien plus ardues et qui ont des velléités bien plus grandes. Et il y a un phénomène anti-occident qui est absolument démoniaque. Et encore une fois, et après j'en finis là, n'oubliez pas quand même que Poutine est en train de s'allier avec les pires pays du monde qui existent actuellement, avec la Corée du Nord et l'Iran. Et voir derrière un peu la Chine. Donc ça veut dire quand même, il faut arrêter de faire l'autruche et de voir qu'on a vraiment une guerre actuellement qui est en train de se mener, qui est une guerre, on va dire, de deux mondes. Oui. Le monde de la liberté, de la démocratie et le monde de la dictature. Si je vous suis, il ne faut rien lâcher en Ukraine et il faut envoyer des armements lourds aux Ukrainiens. C'est une évidence dans la mesure où, encore une fois, au final, on se protège à nous-mêmes. Et on protège notre modèle. Oui. C'est très important. Général Paloméros, je reprends l'expression de Clément. L'Ukraine, c'est notre bouclier ? Oui, enfin on peut dire ça comme ça, mais je pense que c'est surtout l'avant-garde de l'Europe libre et démocratique. C'est ce que veut dire monsieur, et je le comprends, et je soutiens tout à fait cette idée. En gros, on est en train de revoir la création d'une nouvelle guerre froide, si vous voulez, moderne, et d'un rideau de fer. Et le tout est de savoir où va tomber ce rideau de fer. Oui. S'il tombe aux frontières de la Russie, tant pis, les Russes n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. S'il tombait en plein milieu de l'Ukraine ou au-delà, évidemment, ça serait très grave pour nous. Je reprends quand même un propos sur le risque que fait peser cette guerre sur les pays. On a parlé des pays baltes. Il y a quand même une grande différence, c'est que l'Ukraine aujourd'hui, malheureusement pour elle, n'appartient pas à l'Alliance Atlantique, n'appartient pas à l'OTAN. Les autres pays qui sont sortis du giron soviétique, eux, appartiennent à l'OTAN. Et ça fait une différence évidemment énorme. Aujourd'hui, si les pays de l'OTAN ne peuvent pas intervenir directement en Ukraine, c'est bien parce que l'Ukraine n'est pas liée par ce pacte atlantique qui existe depuis 1949. Bon, général, je posais la question tout à l'heure à l'antenne, une question générale, et ça sera ma dernière question. Est-ce que vous êtes inquiet et est-ce que vous craignez que le conflit déborde de l'Ukraine ? On va miser un peu sur la sagesse des uns et des autres, mais il n'y a pas de raison fondamentale que ce soit le cas. Pour les Ukrainiens, c'est clairement le regain de leur souveraineté et ils savent que c'est dans ce sens que les Occidentaux les soutiennent.
pour Vladimir Poutine, il a déjà assez de mal comme ça à essayer de gagner au moins cette guerre ou partie de la guerre pour ne pas élargir le conflit. Maintenant, autour de la Russie, la question se pose. Par exemple, vous avez, et je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais le cas de la Géorgie est loin d'être clair, si vous voulez. On se souvient que la Géorgie avait été envahie. Donc, à la place de la Géorgie, en Transnistrie aussi, c'est pas simple. Enfin, il y a quand même des conflits qu'on a appelés des conflits gelés qui aujourd'hui pourraient être ranimés. Donc, le cas ukrainien peut malgré tout, à une certaine échelle, faire école, mais dans l'entourage proche de la Russie, certainement pas à l'ouest. Merci beaucoup, Général Jean-Paul Paloméros. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, de nous avoir apporté votre expertise, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandeur suprême de l'OTAN. Et merci beaucoup à Jean-Claude qui nous a appelé du Cher et à Clément qui nous a appelé de région parisienne. On change de sujet.